Voilà, je m'appelle Gabrielle, je travaille ici et donc je vous remercie au nom de toute l'équipe de la PE. Aussi Dani pour cette collaboration qu'on continue avec toi de nouveau cette année. Donc c'est la deuxième édition qu'on signe avec toi pour Africa is in the Future et qui se passe en partenariat en fait avec Point Culture, qui est là aussi en présence aujourd'hui, Cinéma Nova et le Goethe Institute. Et puis il y a plein d'autres partenaires que je te laisserai le temps de citer. Merci à messieurs d'être là. Je vais laisser le soin à Dani de vous présenter et d'annoncer aussi tout le programme de la journée. Voilà, merci d'être là. Je ne vais pas tout dire par rapport au programme, c'est assez riche. On trouve toutes les informations sur la petite brochure. Voilà, bienvenue à la 4e édition de l'Africa is in the Future. Je suis très content d'accueillir Massa Zebelinga, économiste et sociologue, et Olivier Moukouna, journaliste indépendant. Dans cette première rencontre, on touchera les questions économiques liées à l'Afrique. Après, à 16h, il y aura une autre rencontre avec Akimadi, professeur d'histoire à l'Université de Chichester, en Angleterre. Et c'est la question de l'histoire du panafricanisme. Après 18h, on aura Sylvie Lissin avec les politiques de résistance. Et avec 19h, on aura Denetel Bonin avec une lecture de performance à Baraté. Ici, ça clôture vers 20h. Et ensuite, on se déplace sur Nova pour une performance, un DJ set, un tableau. Voilà. Le programme est assez riche. Vous pourrez tout retrouver sur la brochure. Bienvenue. Merci d'être là. Merci Denis. Alors bonjour à toutes et tous. Bienvenue d'ailleurs. Et donc on va tout commencer sur un tout petit peu le retard. En fait, il s'agira de présenter une sorte d'échange pour tracer des perspectives sur le continent africain, le futur du continent africain, en compagnie donc de l'économiste et sociologue Martial Zebelinga, dont d'ailleurs vous pouvez, qu'il faut encore présenter parce qu'on ne parle pas assez d'Afrique, mais qui, tout autour des débats autour de l'Afrique, et plus particulièrement sur le plan économique et monétaire, est assez connu comme une personnalité engagée dans l'activisme sur la critique du franc CFA, qui concerne 14 pays de l'Afrique francophone. Alors, il est l'auteur de nombreux ouvrages, mais je vais en citer deux qui sont ici en vente derrière vous d'ailleurs. Donc, c'est Independence, discours sur le colonialisme après la colonie, et sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Si ces ouvrages vous intéressent, ils sont derrière vous. Alors, on va faire une rapide introduction. De nos jours, aux quatre coins du globe, il y a beaucoup d'experts, pas seulement africains, s'accordent à dire que l'Afrique est le continent d'avenir, sinon le continent du futur. Alors, évidemment, pour ses richesses, pour ses matières premières, pour ses potentialités de croissance à 2 chiffres, toujours extraordinaires, toujours plus appétissantes d'un point de vue économique. Et en même temps, à travers les médias occidentaux, c'est une autre image qui s'impose, c'est l'Afrique comme le continent de toutes les guerres, de toutes les maladies et formes de misère, et le continent qui produit chaque année la migration de milliers de réfugiés vers l'Europe au prix de tous les sacrifices et de tous les dangers. D'ailleurs, une récente étude officielle établissait le nombre de morts d'origine africaine, donc ayant passé la Méditerranée, à 20 000 depuis 2013. Et on est en 2019. Alors, on peut aussi se demander, qu'il s'agisse des femmes, ou des hommes ou des matières premières, si l'Afrique n'est surtout pas l'éternel continent du pillage, de l'exploitation, au profit d'élites intérieures souvent corrompues, et de multinationales occidentales qui demain seront en rivalité, en compétence féroce avec celles de la Chine et de la Russie. Alors ces questions, ces perspectives, on va les soumettre à l'éclairage de Martial Zebelinga, à travers 5 premiers thèmes, enfin 5 thèmes en tout,
Donc c'est d'une part évidemment le défi humanitaire, celui de la véritable indépendance continentale et décoloniale, les futurs partenariats gagnants dans l'économie mondiale qui permettraient de placer l'Afrique en orbite, la question climatique, est-ce que c'est un nouveau frein pour l'Afrique? Et bien sûr la question culturelle avec le rôle de la diaspora. Voilà, on va tout de suite commencer sur le défi humanitaire. Et je vais demander à Martial s'il veut bien rappeler ou essayer de résumer son travail dans la critique du franc CFA, et puis son analyse évidemment sur ce qu'on appelle l'éco, qui serait une monnaie alternative au franc CFA. Merci Olivier de me donner la parole. Merci au Point Culture de bien vouloir organiser un débat sur les futurs africains. Et je pense que c'est un défi en soi, puisque imaginer de penser l'Afrique et de penser les futurs africains, c'est en quelque sorte déjà proposer une forme de transgression, puisque à travers l'histoire plutôt récente, depuis le XVIIIe siècle, on disait on ne pense pas à l'Afrique, c'est le lieu où il se passe des choses étonnantes. Quand on dit à, je ne sais pas, il y a des pyramides, etc., c'est étonnant, il se produit des choses étonnantes. Ça ne passe pas vraiment par le rationnel, et d'autres disent, les Bru disent, ces gens sont très logiques, ils n'ont pas le principe de non-contradiction. Donc quand on arrive au XXe et XXIe siècle, et qu'on se dit qu'on peut penser les futurs africains, on peut croire en tout cas qu'on a fait un pas en avant, on pourrait le penser. Donc merci d'avoir proposé cette thématique à ceux qui l'ont fait. Et je crois beaucoup dans des initiatives comme celle-ci, des interactions qui peuvent naître, et puis dans le débat, la fluidité du débat, l'acceptation même de thématiques qui paraissent futiles, mais qui très souvent sont les graines du futur. Juste un petit correctif, c'est que à certains endroits, effectivement, je me suis présenté comme dans un activisme anti-franc CFA. C'est une formulation qui me pose problème parce que je ne me positionne pas comme un anti. Pas comme un anti, au sens de haine, un anti, c'est pas ça, comme un anti quelque chose. Et je pense qu'on a suffisamment, en tout cas l'éthique, les éthiques ou les cultures africaines ont suffisamment de valeurs propositionnelles pour qu'elles ne soient présentées que comme anti. Et c'est vrai que notre histoire récente nous amène à valoriser la question des résistances, les questions de positionnement anti, mais être anti, c'est toujours une position transitoire, et il vient toujours un moment où il faut faire des propositions, et il faut dépasser l'état de l'anti, sinon ça devient une forme de confort, et on rentre dans la résistance, on s'enferme dans la résistance, et si on s'enferme dans la résistance, en fait, c'est qu'on a accepté la défaite. Et je ne suis donc jamais anti, je suis effectivement, je considère que le franc CFA c'est en fait le passé au présent, donc c'est un anachronisme pur et simple, pur et dur, et il faut le décrypter, il faut le comprendre dans l'ensemble de ces processus, de ces hiérarchies, mais pour proposer quelque chose d'autre, pas simplement pour dire qu'on est anti. Donc c'est juste un correctif, mais qui peut éclairer un peu sur la démarche. Alors, si je devais dire, donner ma position sur le débat, c'est peut-être pas le plus important. Est-ce que c'est important que je dise ma contribution sur le débat? Je ne sais pas. Je vais essayer de répondre quand même aux deux aspects de la question qui ont été posées, à savoir le franc CFA et l'éco en tant que défi monétaire. Je ne suis pas de ceux qui disent, et je conteste l'idée que la monnaie à elle seule pourrait résoudre tous les problèmes. Bien sûr, la monnaie c'est un fait social total, comme disait Marcel Mauss, effectivement, puisque tout le monde a la monnaie par de la soi, tout le monde utilise la monnaie, elle traverse toutes sortes d'usages, les usages culturels, les usages économiques, les usages politiques, les usages culturels, religieux, etc. Donc la monnaie est un phénomène total, mais en même temps, la monnaie à elle seule n'encapsule pas, ne résume pas la question du développement. Par contre, elle a, dans le contexte du franc CFA, elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est restée un lien extrêmement fort entre la présumée ancienne puissance coloniale et les présumés États indépendants.
c'est-à-dire ceux qui, en 1960, comme si on leur avait donné le top, tout d'un coup, en 1960, tout le monde est passé de l'indépendance à l'indépendance. C'est ce que j'appelle le proclamationnisme. Donc la monnaie joue un rôle important parce qu'elle reste le lien, un des liens extrêmement forts. Donc pour cette raison-là, je lui accorde une place relativement importante. Mais c'est une place qui s'inscrit dans un ensemble plus vaste de colonialité, politique, économique, mais surtout, de plus en plus, de mon point de vue, en tout cas, cognitive. C'est-à-dire que même quand on a décrypté les différentes colonialités économiques, politiques, etc., le fait que, pour l'essentiel, l'élite africaine soit globalement dans la capture des modèles eurocentriques et occidentalocentriques, fait qu'on a tendance à revenir d'une façon ou d'une autre à faire par exemple de l'éco ou de n'importe quelle alternative quelque chose qui serait un euro bis, quelque chose qui serait d'une façon encore plus massive et plus globale, quelque chose qui serait une Europe un peu ratée, c'est-à-dire que ceux qui pensent, qui ont cette autorité, voire cette notoriété pour penser l'Afrique, la pensent souvent un peu trop comme une espèce d'Europe. Et je pense que cet ordre cognitif est tout aussi problématique que les autres formes de colonialité et de soumission idéologique, soumission intellectuelle et cognitive. Pour ce qui est du franc CFA. Chacun sait que c'est une monnaie, si on veut, un espace, une zone monétaire, comme on dit. Bon. Première question, on a 14 pays, 15 avec les Comores, qui auraient en partage une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Observation 1, 8 pays utilisent un franc CFA qui n'est pas utilisable dans les 6 autres pays, dans les 7 autres pays d'ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes censé avoir la même monnaie, mais si vous allez, mettons, au Sénégal, à Dakar, votre franc CFA, vous ne pourrez pas l'utiliser à Bangui, par exemple, chez quelqu'un qui est dans cette salle. Donc, on est pourtant censé être dans la même zone monétaire. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Votre CFA, vous le donnez, vous le changez en euros quand vous arrivez à Bangui, de Dakar à Bangui, et vous reprenez ces euros-là pour les changer en CFA d'Afrique centrale. C'est-à-dire que rien que ce changement-là est vraiment le symptôme d'un absurde. Puisqu'on continue de dire que c'est une zone, alors que concrètement, on a deux monnaies, en fait. On a une monnaie, mais qui n'échange pas avec l'autre. Sans parler, évidemment, du franc comorien. Donc ça donne une illustration déjà de ce que c'est que cet espace, c'est-à-dire un espace où l'absurde est toujours présent. Il y a 3 francs CFA. Le franc des Comores n'est pas considéré comme un franc CFA. En tout cas, il y en a que factuellement, si vous allez dans les deux espaces, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, vous ne pouvez pas utiliser le même franc. Autre élément assez intéressant, la France est censée être le garant de cette monnaie. Alors, je ne sais pas si la France est dans la zone franc, mais je sais qu'elle est dans la zone euro. Donc, les réserves de la France sont en zone euro. Les réserves des pays africains sont au trésor public français. Le CFA n'est pas utilisable en France. C'est-à-dire que chaque fois qu'on avance, on tombe sur de l'absurde. C'est-à-dire que c'est un ensemble, une zone où on a la même monnaie, on l'utilise partout, tout le monde avec à peu près les mêmes règles, ou alors c'est autre chose. Et vous voyez que ces contradictions, d'ailleurs, ne gênent à peu près personne de ceux qui sont les penseurs habituels de cet espace. Et c'est pour ça que j'ai proposé, disons, dans la démarche que j'ai initiée, qui est effectivement une démarche à la fois décoloniale et propositionnelle, comme je le disais tantôt, j'ai d'abord proposé un nouveau modèle de compréhension de cet espace. Et ce modèle part d'abord d'un changement dans la chronologie du franc CFA. Officiellement, le franc CFA est né en 1945. C'est-à-dire qu'il y a eu, en 1945, après la guerre, l'effondrement du système monétaire français en particulier, le franc français a perdu beaucoup de sa valeur. Et ce qu'on sait peu, c'est pourquoi exactement la France crée le franc CFA. Il se passe une chose en 1944, c'est qu'on refait le système monétaire international. Donc les pays doivent déclarer des nouvelles parités monétaires. Chaque pays va dire, voilà, moi, ma monnaie va valoir ça par rapport au dollar. Et comme le franc français a perdu beaucoup de sa valeur, il est très faible.
les autorités françaises ont peur d'une chose, c'est que les coloniaux français vivant en Afrique, eh bien, ils n'ont pas envie de rapatrier l'argent qu'ils ont parce qu'ils ne veulent pas perdre la valeur de leur argent. Le franc français étant de plus en plus faible, la France craint que les coloniaux français en Afrique travaillent avec d'autres pays, notamment l'Angleterre, qui est pas loin, etc. Donc on va créer un franc, c'est pour ça que ça s'appelle franc des colonies, on va créer un franc spécial pour les colonies, mais qui était en réalité un franc pour les coloniaux, qui aurait une valeur plus importante que le franc français. C'est pour ça qu'à la création du franc CFA, le franc CFA a une valeur supérieure au franc français. C'était pour assurer, pour donner un pouvoir d'achat supérieur aux coloniaux français vivant en Afrique, pour qu'ils ne changent pas, disons, pour qu'ils continuent de travailler avec la France et qu'ils ne travaillent pas avec les autres pays. C'est ça la véritable explication de la création du franc CFA. Il y a eu des rapports qui ont été proposés à De Gaulle, il y a eu d'ailleurs des oppositions au sein de la France, puisque certains pensaient que ça allait effondrer l'empire colonial, etc., etc. Et à l'arrivée, De Gaulle prend cette décision. Donc, ça voudrait dire que le franc CFA n'est pas réellement créé par rapport aux Africains dès le départ. D'autre part, le franc CFA n'invente pas la colonisation, puisqu'en 1945, on est déjà colonisé. Si on veut comprendre la logique coloniale qu'il y a derrière le franc CFA, il faut reculer avant le franc CFA. Je vous fais grâce de ça, mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les monnaies françaises rentrent dans l'espace colonial au XIXe siècle. En 1820 à peu près, au Sénégal, 1820-1825, et c'est d'abord, ce sont des jetons coloniaux qui sont utilisés pour rentabiliser les colonies. Qu'est-ce qui se passe? En gros, on oblige les gens à cultiver les produits de rente, l'arachide, etc., le cacao, et donc, s'ils ne cultivent pas les produits de rente, ils ne peuvent pas avoir d'argent. Ils ne peuvent pas avoir de monnaie. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas payer l'impôt de capitation qu'ils doivent payer. Donc pour payer l'impôt de capitation en argent, il faut qu'ils travaillent dans la culture de rente. C'est comme ça qu'on va avoir deux choses qui se produisent. Les gens vont sortir des activités endogènes, c'est donc une forme de désindustrialisation, puisqu'il y en a qui produisent du textile, de l'artisanat, etc., etc. Et ils vont aller sur les cultures de rente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle déjà la colonialité économique réelle. On est dans les activités réelles, c'est-à-dire qu'on va convertir toute une partie des populations, c'est pour ça qu'on est encore des cacao-culteurs, coton-culteurs, etc., à la production de cultures de rente, grâce notamment à la monnaie. À l'époque, ce n'est pas seulement, évidemment, il y a la coercition physique, etc. À l'époque, ce n'est pas encore le franc CFA. Donc l'introduction des monnaies françaises dans l'espace colonial contribue à transformer les structures économiques pour les rendre complémentaires avec les besoins des coloniaux. Et évidemment, pour les rendre hétérogènes et non complémentaires avec leurs propres besoins, autochtones et endogènes. Donc voilà comment se dessine, avec la monnaie d'emblée, cette colonialité qui est à la fois économique, puisqu'on produit des biens dont on n'a pas forcément besoin, et pour d'autres, c'est des matières premières, et une colonialité monétaire, donc on a un espace monétaire qui est géré de l'extérieur, qui dépend de l'extérieur. Alors, première chose donc à observer, c'est que aujourd'hui, le franc CFA a comme outil pilote, un outil point de fixation, ce qu'on appelle un compte d'opération. C'est-à-dire que les réserves du pays restent centralisées au Trésor public français. Les monnaies du franc CFA, il est arrimé à l'euro, comme il était avant, au franc français. C'est la France, l'euro en tout cas, qui est censé aujourd'hui garantir, la France est censée garantir en tout cas le cours du franc CFA. Quatrième règle, à l'intérieur de la zone franc, il y a une liberté de circulation des capitaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces règles-là, elles existent depuis les années 20. Le premier compte d'opération existe en 1920. Il a été créé en 1920 entre la France, le ministère des Finances, voilà, et le Maroc. Donc c'est même pas quelque chose qui a été d'abord créé pour le franc CFA. C'était un mécanisme qui gérait les relations monétaires de la France avec ses colonies. Donc vous vous rendez compte qu'on a aujourd'hui un outil qui date des années 20, en 1900, c'est-à-dire quasiment un siècle plus tard, en 2019 aujourd'hui plutôt. On a un outil qui a été créé en 1920, qui a été réutilisé en 1920-1921, qui a été réutilisé en 1925, deuxième compte d'opération avec Madagascar. Et le même outil
est utilisé aujourd'hui pour des pays qui sont censés être indépendants. Et rien que ça, on voit à la fois l'anachronisme, et on voit bien qu'il ne s'agit sûrement pas d'une relation économique, puisque les économies, les populations ont changé, la population a été multipliée par un facteur X, les économies ne produisent plus exactement la même chose, même si elles restent dépendantes, mais on a toujours les mêmes mécanismes de régulation. C'est-à-dire que les 4 règles qui définissent le franc CFA aujourd'hui, elles existent, elles ont été formalisées, elles existent depuis les années 20-30, mais elles ont été écrites et formalisées avant le développement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1939 par décret. Donc comment peut-on avoir des outils de gestion monétaire qui avaient une rationalité, qui avaient une explication dans le contexte colonial, parce que lorsqu'on dit qu'il y a une liberté de circulation des capitaux dans la zone, c'est un peu normal quand c'est le même pays, et les colonies appartenaient à la France, donc c'était normal qu'elle veuille faire circuler dans son espace, eh bien, ces capitaux. C'est un peu comme si, en allant en Belgique, c'est normal que l'argent qui est à Anvers, je ne sais pas où, qu'il puisse venir librement à Bruxelles, à Liège par exemple. D'accord, ça c'est tout à fait normal. Mais s'il s'agissait de pays différents, il est évident qu'il y aurait des règles différentes. Donc vraiment le premier élément le plus frappant, c'est de voir qu'on a 4 règles de fonctionnement qui étaient valables pour la colonie et qui sont de nouveau valables aujourd'hui pour des États censés être indépendants. Donc au nom de cet anachronisme déjà, il est évident qu'on peut, sans se poser 15 000 autres questions, questionner cette rémanence et la contester dans le livre. L'autre élément qui est important, donc là j'ai pris un élément qui est basé sur l'histoire et sur l'inadéquation entre le statut, qui était un statut colonial, et le statut indépendant, entre les outils de gestion monétaire qui sont utilisés, ce qu'on utilise pour des colonies, ce qu'on utilise pour des pays indépendants. On a un autre élément qui me paraît important à mettre en avant, et qui se présente souvent comme un élément de... certains disent oui, symbolique, pas très important, etc. Mais je vais prendre l'exemple avant d'élaborer un petit peu. Alors, chacun sait que la monnaie franc CFA est fabriquée en France, donc la Charlière, etc., par une institution qui s'appelle Monnaie de Paris, et qui, en gros, a les ateliers de fabrication de monnaie de la Banque de France. Alors, c'est une question qui est, à mon sens, très mal posée, très mal argumentée. Parce que c'est vrai qu'on peut, il y a 9 pays, il n'y a que 9 pays africains qui fabriquent eux-mêmes leur propre monnaie. Ce qui veut dire que ce n'est pas absolument gênant qu'un pays importe ses signes monétaires d'un autre pays. Ce n'est pas ça qui pose le problème en soi, ça peut se faire de façon efficace. Mais la première chose qui gêne, c'est la continuité. C'est-à-dire que ce soit la même institution, en France, il y a des sociétés privées qui fabriquent le monnaie. Donc que ce soit déjà la continuité, la même institution qui, à l'époque coloniale, produit des signes monétaires et qui continue de produire les mêmes signes monétaires après l'époque coloniale, c'est déjà quelque chose qu'on peut interroger. Mais plus encore, et là je prends l'exemple que je voulais vous donner, qui est un exemple absolument croustillant. Je pense que ceux qui défendent le franc CFA ont la chance, ils ont eu jusqu'à présent en tout cas la chance, que très objectivement, il y avait peu de journalistes et de vrais journalistes sur la question du franc CFA. Je dis jusqu'à présent parce que je sais que je suis en face d'un vrai journaliste qui sait faire des investigations. Alors, en 2005, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Il y a la Banque des États d'Afrique centrale, qu'on appelle la BEAC, a passé une commande extrêmement importante de billets et de pièces. Une commande vraiment de l'ordre de plus d'1 milliard de francs CFA, la valeur faciale. Et la commande était tellement importante que les ateliers de la Banque de France ont voulu refuser la commande. C'est-à-dire qu'on a commandé trop d'argent pour eux. Ça, c'est des choses que vous retrouvez sans trop chercher. C'est assez étonnant qu'on ait a priori tant de journalistes africains, mais qu'il n'y ait pas eu d'enquête de recherche sur cette question-là. J'en tombe, mais je ne sais pas. C'est mystérieux. Bref. Alors, ce que Monnaie de Paris, donc les ateliers de la Banque de France décident, c'est de doubler les cadences de travail. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord passé entre la direction et les syndicats
pour multiplier par 2 les cadences de travail pour répondre à la demande de la Banque centrale africaine. Il faut savoir que les ateliers de la Banque de France, donc, la fabrication de la monnaie en France, est relativement, si ce n'est très peu productive. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. En 1998, en dehors du passage à l'euro, il y a des Français, des élus, etc., qui demandent l'arrêt des monnayages publics français. Pourquoi? Parce qu'on disait que 1 euro produit en France coûtait le double de ce qu'il valait en Allemagne. En 2010, on disait que c'était autour de 30% plus cher, voire un peu plus. Ce qui veut dire que c'est une institution, en réalité, qui a été quasiment subventionnée par le franc CFA. Parce que c'est une industrie sénescente, c'est une industrie vieillissante. Et quand vous lisez ce qu'eux-mêmes disent, il y a des rapports qu'ils font, c'est une institution publique. Donc il fait des rapports publics au Sénat, etc. Eh bien, ils disent eux-mêmes que certaines de leurs machines ont plus de 50 ans d'âge. Donc on se retrouve dans une dimension cachée du franc CFA. C'est cette espèce de subvention à l'envers. C'est-à-dire que c'est la pauvreté qui subventionne l'opulence. Puisque d'une façon détournée, en payant, en passant des commandes aussi importantes, sans appel d'offres, sans procédure concurrentielle, à l'évidence, on finit par soutenir une entreprise qui a des difficultés d'exister, pour exister d'un point de vue économique. Et sur les rapports que vous voyez au Sénat, c'est explicitement dit, on dit l'année 2005-2006, c'est quasiment cette commande-là qui a fait vivre ces entreprises. Voilà donc un aspect absolument caché du franc CFA. Et ce qu'on dit de la fabrication des billets, c'est juste que voilà, des militants se plaignent alors que ce n'est que symbolique. Et vous voyez le lien qu'il peut y avoir entre la colonialité politique, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas pu sortir, pour des raisons politiques, on n'a pas pu sortir de cette relation franc CFA, franc français et euro, et la dimension économique, colonialité économique, c'est-à-dire que derrière, on voit bien une banque centrale dont le rôle aurait pu être de soutenir son économie locale. Donc le rôle aurait pu être de promouvoir une entreprise, par exemple, d'imprimerie pour les 14 pays ou pour 7 ou 8 pays. Ça ferait sens, ça créerait de l'emploi, ça crée des savoirs, ça crée des spécialisations. Et bien non, qu'est-ce qu'elle fait sur une décennie? Elle va financer et subventionner une entreprise française qui, en réalité, n'est plus concurrentielle, n'est plus compétitive. Et donc voilà les dimensions cachées du franc CFA, où un aspect qui peut paraître symbolique, en réalité, cache d'autres formes de colonialité, cache des rentes, cache de l'inefficacité économique. Donc on voit aussi, à travers cet élément, on voit que l'existence de cette tutelle monétaire, le fait que les pays africains ne puissent pas ou n'aient pas spécialement voulu prendre une autre option, ne serait-ce que dans la production des signes monétaires, eh bien, ça renvoie à un ensemble de tutelles. C'est ce que j'ai appelé le principe de la double tutelle. C'est l'autre point que je veux développer et terminer là-dessus, si tu permets. Oui, je voudrais juste peut-être que vous placiez l'éclairage sur les effets très concrets, parce que vous l'avez bien défini, il y a un lien de domination coloniale qui perdure, mais les effets très concrets sur les populations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, le Cameroun notamment, de cette économie, puisque finalement, ceux qui la critiquent, comme vous d'ailleurs, voilà, estiment qu'en fait, finalement, ça appauvrit les populations. C'est pour ça que j'ai dit au début, il n'y a pas que le franc CFA qui appauvrit, et que dans les exemples que je prends, je montre toujours le lien qu'il y a entre la dimension monétaire et la dimension économique stricto sensu. Il faut comprendre aussi que quand on sort d'une situation coloniale, la souveraineté et la jouissance de l'indépendance, c'est un bénéfice en soi. Et c'est pas quelque chose qui ne se mesure pas nécessairement en pièces sonnantes et trébuchantes, mais c'est une réalité. Je donne juste en deux mots un aspect qui me paraît important à mettre en avant. Je réponds à votre question plus directement. En 1998, le 23 novembre 1998, le Conseil de l'Europe décide alors ils avaient déjà décidé du passage à l'euro, décide donc que le franc CFA serait arrimé à l'euro. Et c'est je pense que c'est une décision qu'il faut absolument aller, il faut prendre ce document, il faut l'encadrer, c'est quelque chose d'extrêmement original. Le Conseil de l'Europe prend une décision
sur les monnaies, la monnaie utilisée par 14 pays africains. Cette décision est prise en s'adressant à la France. C'est-à-dire que la dernière phrase de ce texte dit « cette décision s'adresse à la France ». Et dans ce texte, ils disent explicitement voilà, nous acceptons de garantir le franc CFA, etc., etc. Et ils précisent une chose. Ils précisent qu'aucun changement ne peut intervenir dans la gestion du franc CFA sans que l'Union européenne ne donne son accord. Aucun changement significatif. Et pour aller dans une lecture un peu plus fine, 4 institutions de l'Union européenne doivent donner leur accord pour qu'il y ait le moindre changement. La Commission européenne, la Banque centrale, le Conseil européen, et puis l'organisme qui conseille le Conseil européen, qui est le Comité monétaire et financier. Ces 4 institutions doivent donner leur accord s'il y avait une demande de changement qui paraîtrait significative au niveau de la gestion du franc CFA. Mais qui pourrait demander un changement? Ce ne sont pas les États africains, c'est la France. Donc, en fait, vous vous rendez compte qu'en 1998, les pays, donc les 14 pays africains, ont hérité de l'euro comme monnaie d'ancrage parce que les Français avaient, par une procédure référendaire, choisi l'euro. Dit autrement, ce qui est vraiment une catastrophe incroyable. Et je me demande, mais est-ce qu'il y a des juristes, désolé, mais voilà, européens, africains, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est une décision des Français qui s'applique à 14 millions d'Africains. Et on est capable d'écrire un texte. 14 pays, plusieurs. C'est plus que 14 pays, c'est plus de 150 millions autant pour moi. Et c'est quelque chose de catastrophique, mais avec une quiétude et ce n'est même plus de l'arrogance, c'est beaucoup plus que ça. C'est un document qu'on peut consulter. Et vous avez 14 pays qui n'ont jamais donné leur point de vue, ni sur le franc CFA qu'ils utilisent aujourd'hui, ni sur l'euro, qui est leur monnaie internationale. Et ils utilisent l'euro parce que les Français ont, par une procédure référendaire, décidé pour eux-mêmes. Ça veut dire simplement que le vote des Français s'applique aux Africains. Et là, on est en 98. Donc, visiblement, tout ça, ce sont des questions sans grande importance. Ça fait quelques années que j'en parle. J'ai appelé ça le principe de la double tutelle. C'est-à-dire qu'on est tutoré par le Trésor public français, on est tutoré également par l'Union européenne. C'est pour ça que j'appelle ça, ce n'est plus un modèle colonial où on dépendait de l'ancienne puissance coloniale, c'est un modèle hyper-colonial. C'est-à-dire qu'on a une première tutelle, et ensuite on a un deuxième niveau de tutelle qui lui-même, en fait, concrètement, renvoie à la tutelle de tous les pays qui ont l'euro en commun. C'est-à-dire que n'importe quel pays qui utilise l'euro pourrait tout à fait s'opposer à un arrangement monétaire souhaité par un pays africain et ou éventuellement souhaité par la France. C'est vraiment, ce n'est plus de l'absurde, c'est de l'absurdistan. C'est la demeure de l'absurde. Quelles conséquences concrètes pour les populations? Oui, pour les populations, ce qui se passe, c'est que le franc CFA, c'est une domination en quelque sorte indolore. Indolore parce qu'on a une impression de stabilité, puisqu'on a un ancrage fixe avec le franc français et avec l'euro. Cet ancrage fixe a fait dire, et fait toujours dire d'ailleurs au référent du franc CFA, que c'est une monnaie stable. Bon, premièrement, c'est une énorme illusion, puisque le franc CFA est arrimé au franc français ou à l'euro, mais l'euro bouge. Alors, si vous êtes arrimé de façon fixe à une monnaie qui bouge, en réalité, vous bougez aussi. C'est très simple, c'est trivial, mais dans toute la réclame sur le franc CFA, on vous dit non, c'est stable, ça ne bouge pas. En fait, ça bouge autant que l'euro bouge. Mais l'autre aspect, c'est que le fait d'avoir pendant plus de 40 ans la même parité, ça montre bien que ce n'est pas une relation économique. Parce que si c'est une relation économique, il y a des périodes où on avait plus ou moins de réserves, il y a des périodes où l'offre ou la demande de monnaie change. On ne peut pas avoir 40 ans d'une telle fixité, ça ne fait pas de sens. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les populations? Observation simple sur 14 pays de la zone franc, ce qu'on appelle la zone franc, que j'appelle moi un cône monétaire, pas une zone monétaire, eh bien, il y en a 10 qui sont des PMA. On nous dira qu'il n'y a pas que la monnaie, bien sûr. On nous dira que certains pays sont enclavés, c'est vrai, il y a des situations de guerre, c'est vrai. Mais le fait est quand même qu'on a un espace qui a accepté de, mettre entre parenthèses sa souveraineté monétaire, en principe pour avoir davantage de croissance économique.
Donc on n'a pas plus de croissance économique, on n'a pas moins de pauvreté qu'ailleurs, et pourtant, à la différence des autres, qui au moins essayent d'avoir un espace monétaire à eux, et surtout apprennent dans la gestion de la monnaie, c'est ça qui est extrêmement important, il y a des processus d'apprentissage. Les autres pays aujourd'hui savent qu'à tel moment, il va falloir dévaluer un peu, il va falloir déprécier un peu, à tel moment on surévalue. Donc il y a un apprentissage de la gestion de la monnaie qui est fait par les autres pays, que ces ensembles de pays, dits CFA, ne font pas. Alors que, très paradoxalement, ça c'est une parenthèse à l'économie de la connaissance, très paradoxalement, en zone franc, on a plusieurs universités qui forment des économistes, qui forment des gens en monnaie et finance, qui ont des doctorats en monnaie et finance, alors que des pays qui ne formaient pas encore de docteurs, qui avaient à peine des licences et des maîtrises en monnaie et finance, eux étaient déjà lancés dans l'entreprise de gestion de leur propre monnaie. Alors ce qu'on observe d'une façon globale, c'est que la monnaie va contribuer, le franc CFA contribue à ce qu'on appelait la répression monétaire. Pourquoi? Parce que l'essentiel des réserves, le but en fait de la gestion monétaire, c'est de garder la monnaie stable et de garder la parité monétaire, protéger la parité monétaire. Ce qui veut dire qu'il y a un principe d'accumulation des réserves pour garder cette monnaie. Et puis, on va avoir une limitation du taux de crédit. On va exiger aux banques d'avoir un taux, un rapport entre les crédits émis et les réserves qui est très élevé. Ça veut dire qu'à l'arrivée, on va avoir un pourcentage, la valeur de, j'ai envie de dire, le taux de crédit par rapport à la création de richesse est relativement faible. Il va être autour de 20% ou 15% par exemple en Afrique centrale et autour de 20%, voire un peu plus, en Afrique de l'Ouest. Donc en fait, ce système-là ne favorise pas l'utilisation des ressources monétaires pour la création de la richesse. Et on peut le voir sur les 10 dernières années, si je prends la décennie 2000, qui a été une décennie de croissance importante, mais en fait fausse croissance, mais je n'ai pas le temps d'expliquer. C'est surtout parce que les cours des matières premières étaient élevés, on n'a pas réduit substantiellement la pauvreté, alors qu'on avait un taux de croissance très élevé pendant quasiment 10 ans, voire plus. C'est parce que ce modèle de croissance privilégie le stockage des réserves, le fait de garder les réserves, et ne privilégie pas le crédit ou l'accès des populations à des ressources monétaires qui leur permettraient d'investir, etc. Voilà un des éléments à partir duquel se produit concrètement la répression du crédit et la répression économique. Alors, on pourrait rester sur toute l'heure sur cette question, mais voilà, il faut juste un peu avancer, passer à autre chose. Non, elle a appelé avec la question, bien sûr, avec l'écho. Donc, c'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure que vous présentez de manière propositionnelle et non anti. Néanmoins, voilà, tout votre parcours et voilà, vos livres, vos ouvrages incarnent cette lutte pour finalement arriver au constat que le franc CFA est néfaste et aux économies des pays qui sont concernés et aux populations. À tel point qu'aujourd'hui on a des chefs de gouvernement et autorités africaines concernées qui proposent une alternative qui s'appelle l'ECO, qui serait une alternative au franc CFA. Quelle est votre analyse sur cette alternative? Mon analyse, encore une fois, est entachée de l'état potentiel. C'est que je regarde toujours les phénomènes de façon historique. La difficulté de compréhension de l'écho, c'est qu'aujourd'hui on parle de l'écho à un moment où le franc CFA est extrêmement critiqué. Ce qui fait que l'analyse du franc CFA et celle de l'écho se télescopent d'une façon qui n'est pas forcément heureuse. Donc je fais juste un petit rappel. La décision d'avoir une monnaie d'Afrique de l'Ouest est totalement indépendante et en réalité est antagoniste au franc CFA. Elle date de 1983. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest a décidé d'avoir une monnaie unique. Mais elle est encore plus ancienne, si on regarde dans le détail. En 1980, l'ONUA, à l'époque, va écrire un plan qu'on appelle le plan d'action de Lagos. Dans le plan d'action de Lagos, il est déjà prévu que l'Afrique devrait représenter une zone économique intégrée avec une zone monétaire. Ça, c'était déjà valable en 1980. Et on peut revenir encore plus loin. C'est-à-dire qu'en 1963, déjà à la création de l'ONUA, la notion d'échange intra-africain est déjà présente
dans les textes de référence de l'ONU. Ça voudrait dire qu'en fait, l'écho va plus tard être, et le président Gowon, qui est un des promoteurs de la CEDEAO, va dire, nous on rêvait des États-Unis d'Afrique, on voulait déjà le faire à l'échelle de la région. Donc, comprendre l'écho, ce n'est pas simplement comprendre un simple principe économique d'élargissement des marchés, etc. C'est comprendre une modalité, une expression d'un africanisme économique au départ. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la logique fondamentale qu'il y a derrière l'écho ou le SLECA, par exemple. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'écho a eu du mal à exister. Le processus de convergence, le processus qui a été proposé pour que les monnaies d'Afrique de l'Ouest, les pays francophones et anglophones, pour qu'ils convergent vers un certain nombre de critères, de macroéconomiques pour l'essentiel, cette convergence a été très lente. Ce n'est pas fait facilement, il y a des crises entre chaque pays, il y a des guerres, etc., qui ont fait que ce processus a pris du temps et qu'à plusieurs reprises auparavant, il y avait des questions déjà de lancer l'écho. Mais on comprend bien aussi pourquoi ce processus ne pouvait pas avancer, puisque au sein des pays d'Afrique de l'Ouest qui veulent adopter l'écho, il y a des pays qui appartiennent à la zone franc. Et on sait aussi, le Nigeria a toujours dit, pour qu'il y ait une monnaie unique dans la zone franc, dans l'Afrique de l'Ouest, il faut que les pays de la zone franc qui sont en Afrique de l'Ouest se séparent du trésor public français. Ça a été la condition du Nigeria depuis le début, puisque c'est l'esprit même en fait, de la CEDEAO. L'esprit de l'écho, c'est ça. Il se trouve que le processus n'a pas suffisamment avancé et que l'écho, aujourd'hui, est en train d'être instrumentalisé, ça c'est très clair, il est en train d'être instrumentalisé par ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent en fait transformer la contestation du franc CFA en nouveau franc CFA. Et de quoi s'agit-il? Parce que vous pouvez avoir des références très claires à les regarder. Vous lisez donc le rapport fait par Dominique Strauss-Kahn en 2018, il a fait un rapport là-dessus, et vous pouvez lire aussi le rapport d'avant qui avait été fait par Hubert Védrine en 2013. Et c'est le rapport Védrine signé par Zinsou, par hasard, signé par Thiam aussi. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train d'être mis en place, c'est la logique Strauss-Kahn, Védrine, Zinsou. De quoi s'agit-il? Trois termes pour caractériser la vision Strauss-Kahn qui est déjà en train d'être mise en application. Un rapport, c'est une proposition qui est anhistorique, qui est eurocentrique et qui est recoloniale. C'est-à-dire que l'objectif de tous ceux qui ont pensé cette question, c'est pas d'arrêter le franc CFA. Ils l'ont toujours dit, c'est écrit partout, c'est de détendre le franc CFA à des pays non francophones, moins le Nigeria. Ça, c'est explicitement dit partout. Parce que le Nigeria est tellement grand, il fait 200 millions d'habitants, etc. Et rien que la valeur économique du Nigeria, les réserves du Nigeria font qu'il serait un partenaire trop difficile à gérer dans un espace qui serait dominé par la France. Donc l'idée qui est soutenue aujourd'hui, c'est de faire du franc CFA quelque chose qui serait une nouvelle monnaie toujours dominée de la même façon par la France ou l'Europe. Strauss-Kahn propose que ce soit l'Europe qui participe à la garantie du prochain franc CFA, mais avec d'autres pays non CFA. Cette position est exactement à l'opposé de ce que les Africains soutiennent depuis 1963. Et c'est incroyable de voir qu'on peut faire des propositions de l'extérieur. On est à l'extérieur, on décide, on propose que les Africains aient tel type d'arrangement monétaire, alors qu'ils disent exactement le contraire, d'une façon extrêmement constante. C'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quelle appréciation sur les dirigeants africains, je ne les connais pas personnellement, mais ce qu'on peut observer sur la longue durée, c'est que l'idée panafricaine des échanges intra-africains, de l'intégration africaine, elle a traversé toutes les générations, elle a traversé les différents intellectuels critiques qui ont tous validé cet objectif. Pourtant, ce qu'on oppose aux Africains, on leur dit, vous voulez quoi, l'intégration africaine? Très bien, on va vous proposer l'intégration à l'Europe. C'est exactement ça. Et c'est ça l'écho. Ok. Donc, c'est mon souvenir, ce redéploiement de la tutelle monétaire, en fait, rend plus d'actualité que jamais notre combat, notre critique contre le CFA, puisqu'en fait, évidemment, avec ce qu'on vient d'entendre, l'idée c'est d'étendre ce système de tutelle monétaire. Alors, pour le côté propositionnel, ce que vous dites dans le sens,
Pour le côté propositionnel, j'ai proposé 4 lettres faciles à retenir. Putain. Bon, pour ceux qui aiment bien l'Égypte antique, ça vous rappelle les choses. Je pense que les monnaies, la prochaine génération de monnaies africaines, pour qu'elles soient des monnaies émancipatrices, devraient avoir 4 caractéristiques. D'abord, ce devraient être des monnaies panafricaines, c'est-à-dire souveraines, c'est-à-dire des décisions, les décisions des peuples, et solidaires. Souveraine et solidaire, c'est l'aspect panafricain des prochaines monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire, les monnaies solidaires? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les monnaies des pays africains sont tenues par les recettes en matières premières, vous voyez, les devises. Or, les cours des matières premières sont dominés par les marchés internationaux et peuvent être extrêmement volatiles. Par exemple, le baril de pétrole a perdu 50% de sa valeur entre 2013 et 2014. Et donc, des pays qui étaient au vert, du point de vue de leur compte, en 2013, elles sont passées au rouge en 2014, 2015, etc. Ça veut dire que la structure économique à court et moyen terme ne permet pas de soutenir, en tout cas, elle rend très problématique le fait de soutenir une stabilité monétaire à partir de ces réserves. Donc, une mutualisation des réserves pourra permettre de soutenir à peu près, de façon en tout cas durable, les prochaines monnaies africaines. Donc, premier critère, monnaie panafricaine, c'est-à-dire souveraine et solidaire. Deuxième critère, c'est les critères transformationnels. On ne peut pas avoir des monnaies puissantes ou des monnaies relativement stables, intelligemment stables, si on continue d'avoir des économies qui sont spécialisées sur des matières premières qui ne sont pas consommées localement et qui ne sont pas transformées. Donc les arrangements monétaires à venir devront nécessairement faire un lien beaucoup plus important entre la sphère monétaire et la sphère productive. C'est-à-dire qu'il faudra aménager davantage de couloirs entre les réserves, entre les disponibilités monétaires et la production concrète. Donc définanciariser les réserves, etc., pour trouver plusieurs stratégies. Deuxième critère, c'est l'aspect transformationnel. Troisième critère, c'est donc le A, c'est l'aspect alternatif. C'est-à-dire qu'il faudrait s'ouvrir aux alternatives monétaires aujourd'hui. Si on veut relocaliser un tant soit peu les économies, pour donner aussi à nos économies un côté qui n'est pas juste un côté environnemental, mais pour respecter la diversité économique dans laquelle on se situe. Moi, je soutiens les économies qui vont de l'artisanat à l'industrie, mais pas juste à l'industrialisation comme on discutait au XIXe siècle. Aujourd'hui, on a un bouquet d'innovations possibles, de technologies qui permet de penser la valeur ajoutée différemment qu'avant. Donc il faut aller depuis les artisanats locaux, vraiment localisés, jusqu'à des productions industrielles qui peuvent être extrêmement ambitieuses. Ça va impliquer aussi d'avoir des outils monétaires totalement innovants, notamment des monnaies locales. Je suis personnellement, je prends juste un exemple, ceux qui accèdent à la dépense publique, par exemple, travailler avec les États, si vous utilisez l'argent que l'État vous paye pour des commandes et effectuer réellement, mais pour faire que de l'importation de produits ostentatoires, etc., c'est évident qu'il y a une perte qui se joue quand même en termes de possibilités de transformation. Donc si vous utilisez une monnaie qui n'est utilisable que localement, ça amènera davantage de demandes aux secteurs économiques locaux. Ça, c'est pour le côté alternatif. Et pour terminer, H, comme j'ai dit, c'était le H, c'est le côté holistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une monnaie essentiellement par sa dimension économique et monétaire. Il y a une dimension culturelle. Je prends un exemple simple. Si je mets sur un billet de banque, si je mets Padman, si je mets Nkrumah, si je mets Cheranta Diop, si je mets Lumumba, par exemple, je pense que les citoyens africains auront une réaction totalement différente que ce qu'on voit qui ressemble à de l'arnaque mal fait sur les coupures du franc CFA ou ailleurs. Ça, c'est juste pour voir que les signes monétaires, ils ont aussi une dimension culturelle. Et la monnaie doit absorber, doit inclure une dimension, parce que la monnaie, c'est la valeur. Et la valeur, c'est les valeurs qui sont défendues dans une société. Et les valeurs qui, de mon point de vue, devront être défendues, ce seront les valeurs de plus de solidarité et plus d'inclusivité. Ces valeurs doivent pénétrer les arrangements monétaires qui devront être faits par la suite. C'est ça que j'appelle l'aspect holistique, intégrer les aspects historiques, intégrer les aspects culturels, intégrer tous les aspects qui transpercent, qui traversent la monnaie, et donc la monnaie est traversée. Ça devrait être intégré aux prochaines monnaies. Merci. Ma proposition, c'est putain. Voilà, et on l'a entendu, et donc ça ne compte pas de la critique, mais aussi de la proposition. Voilà,
l'argent étant le nerf de la guerre, il fallait quand même que ce soit le point le plus développé. Il nous reste un peu de temps parce que je voudrais quand même que vous ayez au moins 10 à 15 minutes pour poser vos questions. Donc on va vite enchaîner sur les partenariats, parce que d'accord, il y a la communautaire, mais il y a aussi l'Afrique des personnes dans le monde. Donc il y a les futurs partenariats. Quels sont ces partenariats win-win, et surtout avec deux géants qui s'imposent dans le monde et qui deviennent les premiers géants économiques de cette planète, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et sous question, il y a eu le premier récent sommet Russie-Afrique. Quelle est l'analyse là aussi que vous portez sur ce nouveau partenariat avec le continent africain et la Russie et la présence évidemment chinoise? Je répondrai à cet aspect à la fin. Je commencerai donc par ce que vous appelez donc le premier. On n'est pas seul sur Terre, c'est vrai, on est le berceau de l'humanité et le monde entier est un peu un monde africain quelque part. Bon, on l'a un peu oublié, mais je pense que les prochains partenariats africains, on peut les aborder sous 3 angles complémentaires. Le premier, me semble-t-il, ça paraît absolument étonnant et paradoxal, c'est d'abord le partenariat des Africains avec eux-mêmes. C'est-à-dire que les sociétés coloniales et postcoloniales ont fabriqué des sociétés africaines contemporaines qui sont faites dans une forme de conflictualité et dans une forme de régression auto-entretenue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il me semble que le premier partenariat, ça va être celui des élites avec les peuples, celui des peuples entre eux, les peuples voisins, solidaires, etc. Et sans ce partenariat-là, je pense que rien ne se fera, de toutes les façons. Le deuxième partenariat qui est dans le prolongement de celui-là, le premier, c'est évidemment le méga partenariat, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique globale, c'est l'Afrique et l'ensemble des diasporas. 2 niveaux de diaspora, comme vous savez, les diasporas afro-descendantes qui ont quitté le continent africain dans le cadre des traites principalement. Donc, que ce soit en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, que ce soit en Asie, aujourd'hui on en découvre de plus en plus. C'est parce que là on va en parler à non, j'énonce juste. Donc, premier partenariat, l'Afrique avec elle-même. Deuxième partenariat, l'Afrique avec l'Afrique globale, c'est-à-dire l'ensemble de ces populations, de ceux qui sont afro-descendants ou des diasporas, donc à plusieurs niveaux, plusieurs échelles. Et effectivement, troisième partenariat, c'est l'ensemble des partenariats qui sont d'une part des partenariats de décentrement, c'est-à-dire que la logique postcoloniale, c'est une logique de décentrement. Alors, je ne vais pas être limitatif et dire la Chine, etc. Il y a aujourd'hui le Japon dont on a énormément à apprendre. Il a fêté il n'y a pas longtemps les 150 ans de l'ère Meiji, qui est une ère vraiment qui devrait également susciter l'intérêt des Africains. Un pays comme la Corée fait d'énormes efforts également, un développement extraordinaire. Des pays aussi comme la Turquie, etc., le Venezuela, qui a fait beaucoup de propositions aux Africains pendant un certain temps, notamment en termes de réduction de dette, qui a proposé aussi d'avoir une gestion beaucoup plus sociale des rentes pétrolières. C'est un pays qui a quand même fait diminuer la pauvreté de façon substantielle avec le Brésil et la Chine. Donc je pense que ces pays-là sont tous candidats à des nouveaux partenariats africains basés sur cette notion d'Ubuntu dans laquelle nous sommes conscients et convaincus que nous gagnons tous plus ensemble, à condition que les égoïsmes individuels ne prennent pas le dessus sur l'ensemble de ce que nous pouvons être et la puissance de ce que nous sommes ensemble. Donc maintenant, plus spécifiquement, si on devait parler de la Chine et de la Russie. C'est parce que sur le continent, la Chine, on en parle beaucoup, et notamment ici, avec la FTC et le Congolais. Et si au départ c'était une grande histoire d'amour qui commençait, maintenant ça devient, en tout cas sur certaines parties, pas mal de divorce. Donc, pour résumer la question, c'est quoi? Voilà, la Chine, partenaire fiable, nouveau prédateur de l'Afrique. En réalité, la Chine, on a énormément à apprendre aussi de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine fait partie avec le Japon, la Corée, ce sont des pays dont le processus on appelle l'émergence économique, c'est un mot que j'aime pas, mais de développement économique, s'est fait à la période contemporaine. Ça veut dire que le chemin de la Chine ou le chemin de la Corée nous est plus émulable et nous est plus disponible que les révolutions du 19e siècle, du 18e, qu'on n'aura plus jamais. Donc en termes de modèle, déjà, il y a beaucoup plus à apprendre aujourd'hui du chemin de la Chine et des autres. Donc avant même que ce soit un partenariat tel qui donnerait ci ou ça, je crois qu'il y a aussi cette dimension. Ensuite, je pense que la Chine, vous savez, la Chine est en Afrique depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne le dit. Et c'est extrêmement admirable. Parce que quand ils ont fait les 50 ans
des rapports sino-africains, je me suis dit, mais comment ils peuvent dire 50 ans? Et il n'y a pas très longtemps, effectivement, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps qu'on imagine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des routes, une fois un pays, ils construisent un hôpital, ils construisent un stade, etc. Des infrastructures, mais dont certaines, si vous regardez les générations d'infrastructures des années 60, elles fonctionnent encore aujourd'hui. Pourquoi les Chinois qui faisaient des infrastructures qui fonctionnent encore aujourd'hui, dans certains cas, quand ils arrivent en Afrique, ils font des infrastructures qui posent problème? Pourquoi, lorsque la Chine fait un ouvrage d'art en RDC, eh bien, si vous prenez la route faite côté RDC, qui se continue au Rwanda, eh bien, il n'y a aucune commune mesure entre ce qu'il y a en RDC et ce qu'il y a au Rwanda, avec les mêmes entreprises. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi un facteur local. Il y a aussi le rôle joué par les élites africaines. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une interaction qui fait que si vous dites aux Chinois, écoutez, je voudrais une route, mais je voudrais 60% du budget. Certains vont vous dire, bon, tu veux 60%, on va te faire la route de 40%. Si de l'autre côté on leur dit, écoutez, moi je veux une route, vous aurez 100% de budget pour me faire une route, ils vont faire une route à 100%. Ce qui est extrêmement grave aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'apprendre à tous nos partenaires potentiellement non coloniaux, qui n'ont pas une histoire coloniale, on est en train de leur donner des nouveaux savoirs et des savoirs extrêmement négatifs sur l'Afrique, à savoir qu'ils pourraient ne pas être efficaces, ne pas délivrer les ouvrages d'art pour lesquels ils se sont engagés, rien ne leur serait opposé, à condition qu'ils aient des arrangements particuliers et clandestins avec des élites locales et des élites internationales qui soutiennent ces marchés clandestins. Donc ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est que la Chine, probablement une partie de la Chine en tout cas, est en train d'apprendre ce mauvais fonctionnement, c'est-à-dire cette fabrique en gros du sous-développement, qui est une interaction avec les élites locales. Et de ce point de vue, seuls les Africains, encore une fois, c'est pour ça le facteur stratégique, c'est le partenariat des Africains avec eux-mêmes, seuls les Africains pourront, disons, faire déjouer cette logique macabre. Le premier sommet, je sais. Comme je disais tout à l'heure, il y a une nécessité de provincialisation de l'Europe, c'est indispensable, de décentrement, c'est indispensable aussi, ce qui ouvre de nouveaux partenariats, c'est évident. Donc pour moi, à partir du moment où les Africains ont un partenariat sont susceptibles en tout cas d'avoir un partenariat avec un acteur qui peut apporter quelque chose de concret. Avec la Russie, on a vu qu'il y a une livraison d'armes dans des pays où ça ne se passe pas bien, etc. Dans des pays d'ailleurs en Centrafrique où la France était plutôt présente, et ça va continuer ailleurs. Personnellement, ça ne me gêne pas, d'autant plus que cette multiplicité, on va dire, ou la pluralité d'acteurs de poids relativement comparables, permettra aussi aux élites africaines de mieux négocier les intérêts africains quand elles auront envie de le faire. Donc je pense que ce n'est pas intrinsèquement une mauvaise chose, mais la solution ne vient pas du partenaire. La solution ne vient pas toujours des Africains, de l'éthique que les Africains auront dans la gestion du bien commun. Et j'insiste sur une chose, c'est que la société, les sociétés postcoloniales sont fabriquées au détriment de l'intérêt général des Africains et des plus faibles en général. Et donc l'alchimie à produire, et c'est là où il faut une puissance d'innovation qui va vraiment au-delà de ce que nous pouvons imaginer au quotidien. Ça ne réside pas d'abord dans la technique ou dans les partenariats qu'on aura. Ça réside dans la façon dont on pourra régénérer et refabriquer l'intérêt général. Et quand vous lisez, quand vous regardez les confrontations politiques ou politiciennes actuellement, on n'a vraiment pas l'impression que cette question-là est centrale. Alors voilà, je voudrais terminer en fusionnant les deux dernières questions. Vous avez déjà un peu abordé la question de la diaspora, et donc, le critère numéro 2, je dirais, de tout développement économique et indépendant, étant donné le nombre d'afro-descendants en Afrique. Mais il y a aussi une nouvelle question qui s'impose, et plus particulièrement, c'est cette question climatique. Dernièrement, d'ailleurs on ne parle plus dans les médias, on a vu que les 2 tiers du Mozambique avaient subi des inondations terribles. Il vient d'en avoir sur 3 pays, donc le Soudan, le Kenya, la Tanzanie, des nouvelles inondations très mortelles qui vont descendre à nord. Et dernièrement encore, voilà, des inondations
commencé et qui a fait 40 ans. Des coups de bout extraordinaires, et du fait aussi évidemment que la plupart des gens sont des altétions très fragiles, tout près de glissement de terrain, dès qu'il y a le moindre pluie. Mais d'un point de vue climatique, il y a aussi une question qui se pose en urgence, surtout en Afrique de l'Est, mais sur tout le continent. Quel est votre analyse? Alors, la question climatique, elle est, bien sûr, elle est complexe, mais dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui, il est évident que le dérèglement climatique est globalement aujourd'hui le fait des sociétés industrialisées, principalement. Et que, encore une fois et malheureusement, les pays peu industrialisés, non industrialisés, subissent les effets du réchauffement climatique, les effets de la pollution, etc. La question, c'est justement, c'est pour ça que je ne voudrais pas louper ce point-là, l'ordre de la connaissance est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on a un problème, comme cette facture environnementale qui est abyssale pour les Africains, on pourra comparer d'ailleurs avec la question des terroristes. Bien, les Africains, nous Africains, demandons de l'aide à l'Europe et à l'Occident. Ce qui, évidemment, est une catastrophe. Pourquoi? Parce que les esprits et parce que l'outil de pensée dans lequel notre relation à l'Europe s'inscrit n'a que ce terme-là. C'est pas d'aide qu'il s'agit, c'est de réparation. C'est-à-dire qu'on subit concrètement les effets du changement climatique qui se proviennent d'ailleurs. Et on dit aux Africains, par ailleurs, surtout ne migrez pas parce que vous n'êtes pas forcément les bienvenus. Donc en gros, restez chez vous. Pollution, prédation, extractivisme, vous restez là, vous attendez que ça se passe. C'est un peu n'importe quoi. Mais ce qui est surtout n'importe quoi, c'est qu'on n'a pas produit les appareils pour présenter une facture, qui est notamment une facture décoloniale, à ceux qui sont responsables de ces pollutions et de ces dérèglements climatiques. Il y a la question des pluies, il y a la question de la déforestation qui est extrêmement problématique aujourd'hui. Et derrière les questions, toujours autour de l'environnement, il y a la question de la prédation des ressources naturelles, il y a la question de la prédation des ressources cognitives, c'est-à-dire les savoir-faire endogènes, qui souvent sont brevetés à l'extérieur de l'Afrique au détriment des Africains. Donc il y a une immense question qui appelle en réalité à une nouvelle génération, là encore, de politique, d'acception politique et de projets politiques. Et dans cette nouvelle génération de projets politiques, la question générique des réparations est incontournable. Ça, je passe sur cette question. Pour ce qui est des diasporas, ça tombe bien, on a là l'African American Women, Scientists and Inventors. La question des diasporas, je disais, on peut l'avoir à deux niveaux. Bon, les diasporas afrodescendantes, on dit aujourd'hui au minimum 200 millions dans les Amériques, peut-être 300 millions au total, avec quelque chose de particulier. Ce n'est pas une simple addition, ce n'est pas quelque chose juste de quantitatif, c'est que vous avez quand même des gens qui, dans leur identité, quand on leur dit « qui êtes-vous ?», ils disent « nous sommes des Afro-Américains, nous sommes des Afro-Brésiliens ». Et aujourd'hui, dans les derniers recensements, il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent Afro-Brésiliens. Il y a de plus en plus de gens qui quittent le Brésil, qui font des voyages en Afrique, qui quittent les Antilles, qui font des voyages en Afrique, qui font des pèlerinages, etc. Donc, c'est une dimension. Là-dessus, je veux ajouter qu'il y a le président du Ghana qui a fait un appel international aux afro-descendants d'Amérique à revenir, à émigrer au Ghana. Exactement, c'est le Year of Return, donc l'année du retour. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cette dimension-là, elle est qualitativement différente et surtout impensable dans les modèles classiques du développement. Il n'y a pas cette dimension, d'abord qui est liée aux afro-descendants, parce qu'elle est liée à l'histoire même de l'Afrique. Et donc, les modèles habituels ne peuvent pas comprendre, inclure cette dimension. C'est pour ça qu'il y a une obligation de rupture épistémologique, de désobéissance épistémologique. C'est-à-dire que si on reste dans l'idée de l'aide, des reteteux, des trucs qui tournent en rond depuis je ne sais pas combien de temps, on ne prépare que les Africains à des nouvelles recolonisations ou des nouveaux cycles de sous-développement, croissance, re-sous-développement. C'est vraiment, il faut vraiment donner une retraite méritée à ces modèles-là. Les modèles acculturels, les modèles adiasporaux, les modèles dépassés, français, etc. Tout ça, c'est dépassé. Donc, il faut prendre en compte la question diasporale. Elle se présente comme
globalement un ensemble de ressources humaines énorme, plus de 200 millions de personnes. Mais ce n'est pas seulement des diasporas qui vont revenir en Afrique, c'est aussi des diasporas de diaspora, c'est-à-dire des diasporas qui sont partis d'Afrique, qui sont allés dans une partie des Caraïbes, qui sont allés en Angleterre, certains les appellent des métasporas. C'est tout un ensemble de nouvelles circulations, mais qui ont pour cœur quelque part, ou pour piqueur, l'Afrique, la libération Afrique, avec ses possibilités de retour. Regardez aujourd'hui le film qui a le plus marqué les esprits il y a 1 an ou 2 ans. Vous le connaissez tous, c'est lequel? Oui? C'est Black Panther, qui a fait un succès aux États-Unis que personne n'attendait. On a dit c'est le mois où il n'y a pas de succès. C'était le mois de février, je crois. C'est un mois où on ne dépasse pas certains plafonds de blockbuster. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans Black Panther? Vous avez une idée de l'afrofuturisme, vous avez une idée du panafricanisme. C'est bien que ces diasporas-là s'inscrivent quelque part dans les futurs africains. Et il faudrait arriver à intégrer dans nos projets, nos programmes, ces circulations-là. Ça veut dire quoi? C'est l'économie digitale, c'est l'économie des transports. Il faudrait plus de transports, plus de compagnies capables de faire circuler les gens d'une rive à l'autre. Il faudrait des nouveaux services d'hôtellerie, qui soient de l'hôtellerie culturelle, de l'hôtellerie traditionnelle. Vous avez des gens qui veulent juste quitter leur pays, aller faire 1 mois au pays de leurs ancêtres. Il faut leur aménager des choses. Donc il y a vraiment tout un ensemble, il y a une richesse incroyable à penser en dehors des modèles classiques. Alors, rester dans les modèles classiques, c'est vraiment la mort assurée. C'est dommage à dire, mais c'est ça. FMI, Banque mondiale, aide, etc. On ne pourra rien faire. Peut-être il y a des dimensions comptables, hein, tout ce que l'être humain fait, c'est bien. Il y a une dimension comptable, c'est compter l'argent, etc., etc. Mais en termes d'innovation, de réinvention du monde, de réparation du monde, on a un monde totalement abîmé. Et les Africains doivent s'impliquer dans ces métiers et ces vocations du futur. Réparer le monde, désensauvager le monde, arriver à produire une pédagogie qui explique qu'on peut être dans un monde dans lequel tout le monde vit bien, c'est possible, et qu'il y a suffisamment de ressources sur Terre pour ça. Les Africains ont ces ressources culturelles. Ils ne doivent pas les mettre, j'ai envie de dire, sous la bouche ou les cacher parce qu'il faut absolument faire l'universalisme classique, etc. Parce qu'il faut respecter, je ne sais pas moi, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, soit dit en passant, n'a condamné ni la colonisation ni l'esclavage. Donc voilà, moi, les perspectives, ce serait plutôt ça. Vous voyez, comme cette image donne quelques propositions. Voilà votre président gagnant. Merci Martial. Voilà, je vous demande de m'applaudir s'il vous plaît. Il reste quelques minutes, et donc si c'est un petit groupe assez bien que chacun puisse poser des questions, si quelqu'un En tout cas, un grand merci pour ce débat intellectuel d'une intense, en tout cas, chaleur, et aussi assez important. Ma question, c'est celle-ci. Y a-t-il un modèle en Afrique qui explique en fait le fonctionnement de politique, même politique économique, que vous connaissez peut-être, antérieure en fait à la colonisation et à l'esclavage? Donc ça, c'est ma question que je vous pose. Et alors aussi, bon, un peu tennis à faire. Donc, personnellement, donc, moi je suis donc certainement comme vous tous, je suis donc de philosophie culture, de philosophie Ubuntu. Et donc pour moi, ma temporalité, elle est T0 à T1, elle est de 2100 ans. Donc ça veut dire que pour moi, en fait, l'esclavage et la colonisation, c'est 500 ans. Donc, en réalité, on a encore quand même beaucoup de chemin. La conteste, effectivement, on montre un peu ce qu'on a encore à faire devant. Et hier, j'ai été aussi à une rencontre chez les Boliviens. Et les Boliviens, eux, expliquent en fait que avant l'esclavage, au 15e siècle, au 16e siècle, c'était une société donc, de nations. Et que depuis cette époque, jusqu'à 2009, en 2009, il y a une nouvelle constitution qui a rétabli en fait ces sociétés des nations. Donc il a fallu attendre une période comme ça pour pouvoir retrouver un petit quelque chose de ce qu'ils sont réellement. Ben voilà, donc ça c'est ma question. En tout cas, un grand merci aussi pour le panel. Oui, s'il y a encore une question, c'est bon. Voilà, on va encore prendre une.
Bonjour, merci pour votre conférence très claire. Juste une question, peut-être deux petites. J'aurais voulu savoir si vous aviez personnellement chiffré ce que coûterait un changement de système à une zone comme la zone euro. Et j'aurais également voulu savoir comment s'y prendre, sur quelle manette tirer pour aujourd'hui non pas passer à l'éco, mais passer à autre chose de plus pérenne, de plus redistributif. Merci. On peut déjà commencer par cette question. Bon, la première question, est-ce qu'on a un modèle? Alors, à ma connaissance, j'ai travaillé sur des questions d'histoire, mais en non-historien. Je travaille plus les questions d'histoire en épistémologue, alors, il y a plusieurs États africains anciens, il y a plusieurs États en Égypte antique, parce que l'Égypte antique, c'est pas non plus monolithique, mais il y a plusieurs États africains en Égypte antique. Et on sait que les valeurs qui ont été très durables en Égypte antique, c'était les valeurs de l'équilibre, de l'Ubuntu, etc. Ce qu'on peut observer avec l'ensemble des autres grands royaumes africains, que ce soit Congo, que ce soit Mali, Ghana, c'est d'abord cette valeur-là qu'on retrouve dans la charte du Mandé, qui aurait été lue la première fois au XIIIe siècle par Soundiata Keita lors de la fondation de l'Empire du Mali. Soundiata, qui est le premier Mansa, dit la chose suivante, et c'est un legs de la société des chasseurs. Toute vie vaut une vie. Il n'y a pas de vie qui vaille plus qu'une autre. Une vie peut être plus ancienne qu'une autre, mais elle ne vaut pas plus qu'une autre. D'accord? Ça, c'est la charte du monde. Dans la pensée Ubuntu, on dit voilà, je suis ce que je suis, quelque part parce que vous êtes ce que vous êtes. Je me réalise parce que vous vous réalisez. Et donc, philosophiquement, c'est extrêmement fort, parce que même dans le modèle d'identification de l'être humain, on n'est pas dans le solipsisme. L'être humain ne prend pas conscience de lui tout seul, en disant ah ben, je pense, donc je suis. Non, ça ne marche pas en Ubuntu. Je pense, mais je pense à quoi? À partir du moment où je pense, je me projette en dehors de moi. Parce que je ne pense pas qu'à moi, si je suis tout seul. Si je pense, c'est bien qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui me questionne. Donc, nécessairement, l'acte de penser renvoie à autre chose qu'à soi. D'où la puissance beaucoup plus englobante de l'Ubuntu. Parce qu'une fois que je pense, alors j'ai l'environnement avec moi. Donc, pour que je me réalise, il faut que je réalise quelque part quelque chose avec eux. Et je pense que cette pensée, elle a des applications extrêmement puissantes. D'abord, parce que nous prenons en considération le vivant, l'ensemble du vivant. Penser dans la plupart des cosmogonies africaines, c'est la création d'abord, c'est le vivant. Et c'est surtout une fraternité de fait entre les êtres humains et puis le reste du vivant. Les humains, les animaux, les plantes, tout ça, en fait, on fait partie du même ensemble. C'est pour ça, par exemple, que dans la charte du Mandé, on vous dit il y a des protecteurs de la forêt. Il y a quelqu'un qui est désigné pour protéger la forêt. Et c'est pour ça aussi que dans la plupart des traditions anciennes, les usages, même pas des traditions ritualisées, vous ne coupiez pas n'importe quel arbre à n'importe quel moment. D'accord? Quand il y a des arbres qu'on ne coupe pas, il y a des saisons où on ne mange pas certains fruits. Parce qu'il faut leur laisser aussi leur temps de vie. Et puis, vous le savez aussi, quand on coupe un arbre, d'abord il y a une façon de couper, d'enlever une plante, un arbre, on n'enlève pas n'importe comment, mais plus encore, on s'excuse. On parle là. On lui dit voilà, si je te prends ça, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre toi, j'en ai besoin aussi, ci et ça, pardonne-moi. Moi je sais que j'ai vu tout petit, ma grand-mère, on allait au champ, même si j'étais plus en ville, bien, je crois qu'il y avait soit un caméléon, soit je ne sais pas quoi qui passait, et puis elle a parlé au caméléon, elle lui a dit écoute, laisse-nous passer, on s'en va au champ, on revient, etc. Donc c'est d'abord cette relation qui est une relation dans laquelle il n'y a pas finalement d'individu. L'individu n'existe pas. Parce qu'individu, ça veut juste dire individu. C'est quelque chose qui n'est pas divisible. Mais ça n'a rien de... Il n'y a pas d'essence particulière. C'est une contingence quelque part.
Eh bien, cette philosophie de penser le vivant, c'est une philosophie qui n'est pas une philosophie de l'individu, c'est une philosophie du vivant. Et on vous dira, l'éducation appartient à qui? À la société. C'est pour ça qu'en général, vous avez le droit de corriger un enfant dans la cour, même si ce n'est pas le vôtre. Et les parents de l'enfant, bon, maintenant il y a les phénomènes urbains, ça se fait de moins en moins, et puis il y en a qui sont plus riches que d'autres, il y en a qui ont étudié à l'école, des blancs, et qui sont convaincus qu'ils en savent plus que les autres. Donc, mais normalement, vous corrigez l'enfant d'un autre, il vient vous dire merci. Vous confiez votre enfant à l'école, à un maître, à un enseignant, et le père, les parents se comportent à l'égard du maître comme si c'était un père quelque part de l'enfant. Vous voyez, c'est une éthique. Donc, ouais, je pense que c'est surtout en termes de valeurs. Ces valeurs, on les retrouve à plusieurs endroits, dans plusieurs royaumes, dans plusieurs espaces et communautés villageoises. Vous les retrouvez hier aujourd'hui. Et je pense qu'elles sont paradoxalement, malgré justement par leur archaïsme d'ailleurs, elles sont peut-être des valeurs de futur. Alors évidemment, je pense que les Africains devraient pouvoir les porter sans exclusive. On peut aussi acquérir des choses, mais à notre pesée. C'est nous qui décidons de ce que nous prenons du vaste monde et pas du monde qui nous imposerait. Donc ce qui se passe dans les Amériques, je trouve absolument intéressant de dire que la terre a des droits constitutionnels. C'est évident, c'est évident. Il y avait moi ça chez nous. Ça veut dire que c'était à peu près le même principe. Et ça nous aurait évité quelques problèmes d'environnement aujourd'hui. Donc je pense que c'est dans cette direction il faut des travaux. Maintenant, est-ce que j'ai chiffré? Je n'ai pas chiffré le passage à autre chose que le système putain, je n'ai pas chiffré. Pour le moment, je le conceptualise et ce qui se pose comme problème en réalité, pour vous dire, c'est que nous avons d'abord le premier problème, qui est un problème purement cognitif, comme je l'ai dit. Nous pensons nos séquences à venir avec des outils européens standards. D'accord? Donc quand on pense la ZLEC, par exemple, la zone de libre-échange, il faut que ce soit sur le modèle OMC, etc. Alors si on devait penser des choses comme ça, on serait obligé d'observer que la plupart des pays contemporains qui ont des zones de libre-échange ont d'abord eu des espaces de production qui étaient suffisamment importants. Puisque pour faire circuler des biens, il faut que les biens existent. Vous comprenez? Donc la grande difficulté, c'est une difficulté en fait de conception et d'infrastructure intellectuelle. C'est-à-dire que ce que nous devons faire, c'est trois choses au moins en même temps. Ce que les Européens n'ont pas fait. Parce qu'ils avaient déjà résolu un certain nombre de problèmes. Les Européens avaient des infrastructures de communication. Ils avaient déjà un niveau de développement avancé. Ce qui fait que quand on libéralise les échanges, en fait, il faut juste travailler sur les harmonisations et la façon de faire circuler les échanges. Or, en situation de développement, on a des problèmes d'insécurité alimentaire, des problèmes d'insuffisance dans la production. Donc, il faut à la fois stimuler la production, à la fois mettre des infrastructures de circulation et à la fois mettre des règles qui permettent de faire fonctionner le tout. Ce qui fait que notre problème, c'est un problème à 3 niveaux au moins quand on parle de cette intégration africaine. C'est pour ça que ma position ultime aujourd'hui, elle va peut-être évoluer, c'est de dire qu'en fait on n'a pas les bons outils. Parce que si on croit qu'on va résoudre de façon séquentielle ces problèmes qui sont en fait démultipliés, on n'y arrivera jamais. Il faudrait avoir une pensée d'en haut qui permette d'aborder toutes ces questions en amont. Le processus européen, c'est un processus d'arrivée. C'est-à-dire que l'intégration européenne, c'est un point d'arrivée. On est passé par tel processus, telle convergence, etc., et on arrive à ça. Alors que les processus africains sont des processus de départ. Ce ne sont pas des processus d'arrivée. Puisqu'on n'a pas encore le niveau de production, on n'a pas la liberté de circulation, etc. Et donc, on raisonne comme si notre processus devait être un processus d'arrivée, sinon évidemment un hors-sujet épistémologique total, alors que ça devrait être en fait un processus de départ. Donc le panafricanisme est une force effectivement de résistance, mais également une force qui peut porter des nouveaux projets. C'est pas seulement une question de défendre les questions de couleur, d'idéologie, non. Cette question de l'intégration africaine, c'est la question du panafricanisme fondamentalement, et il nous faut des nouveaux outils pour la penser. On ne pourra pas la penser seulement en regardant l'histoire européenne. D'ailleurs, au passage, vous constaterez que moi j'ai fait le rapport à l'euro.
mais il y a beaucoup d'autres processus d'intégration économique dans le monde, dans le passé et dans le présent. Mais spontanément, c'est normal, je suppose que les Européens, c'est normal que vous pensiez à l'Europe, mais pour les Africains, ce n'est pas normal que dans leur réflexion, leur seule référence soit l'Europe. Simplement, je dis ça parce que c'est la monnaie qui garantit ça, que vous avez expliqué, et c'est pour ça que je parle. Et alors, bon, je me demandais quel était comme norme frein, quel était le manque à gagner pour l'économie européenne que de laisser partir, entre guillemets, si vous libérer, si vous voulez, l'économie de ces 14-15 pays. Le manque à gagner est très simple, c'est que l'Afrique a été définie comme un lieu d'extraction. Donc l'Afrique, c'est le lieu d'extraction. L'uranium, le pétrole, etc. Pour information, pour les Africains qui le savent déjà, la deuxième bombe atomique utilisée contre le Japon, c'était l'uranium du Congo. Quand on parle des responsabilités africaines, c'est que les Africains doivent prendre conscience aussi du fait qu'ils ne sont pas que des gens pauvres. Ils sont des gens qui distribuent de la richesse et souvent de la puissance destructrice à d'autres. Ça, c'est une énorme responsabilité. Et donc, la question, c'est en réalité garder la main basse sur des lieux qui sont des lieux de richesse depuis très longtemps. Vous savez, depuis la première monnaie frappée en or en Angleterre, on l'appelait comment? On l'appelait Guinée, parce que c'était l'or. Donc c'est une très longue histoire dans laquelle, paradoxalement, la dépendance n'est pas la dépendance des Africains, c'est la dépendance de l'Europe historiquement aux ressources africaines. Vous voyez? Et c'est ça le vrai problème, le vrai frein. Une des solutions viendra à partir du moment où une nouvelle élite européenne comprendra ce que nous appelons tout, mais ce que vous pouvez appeler la coprospérité, etc., et comprendra l'intérêt de ce que les économistes appellent des jeux à somme positive. Sortir de l'idée que je ne gagne que ce que l'autre ne perd. Si on reste dans cette idée qui est l'idée du mercantilisme, on aura l'Afrique d'aujourd'hui, mais avec les dérives qui arrivent. Aujourd'hui, il y a une socialisation extrêmement rapide des moyens de la violence, des moyens de la douleur, etc. Et l'Europe ne pourra pas, à mon sens, maintenir ces dispositifs actuels, les APE, les bases militaires, etc., ne pourra pas les maintenir, si ce n'est à son détriment, parce qu'on va avoir 2,5 milliards d'Africains, et que ça va être extrêmement difficile de contenir ces gens si on continue les politiques de paupérisation, d'extractivisme, etc. Il nous reste exactement 1 minute, on m'a fait signe. Donc, dernière question. Qui va la poser? Alors, madame, désolé. Attendez, on va vous amener Vous avez parlé des grands échanges qui vont faire. Comme économiste, l'idée de true cost value, que le prix, les effets sur le climat, sur les effets sociaux, les extractions et tout ça, est-ce que c'est dans le monde de l'économie, est-ce que c'est une idée, parce que ça me semble évident qu'on doit aller penser ça, mais moi je ne suis pas dans cette... Est-ce que vous avez l'idée que les économistes sont en train d'accepter cette idée et de le mettre en action? Oui, si je peux peut-être. Donc l'idée, c'est peut-être, dans votre question, c'est est-ce que Martial a l'impression que les économistes vont à l'encontre? Oui, est-ce que vous comprenez? Oui, donc aller à l'encontre du mercantilisme. D'accord. Dernière question, monsieur. Le débat parce que c'est une question qui est un peu complexe. Mais vous semblez vraiment avoir réfléchi vraiment à l'évidence à toutes ces questions. Déjà bravo pour la clarté de votre exposé. Ma question c'est comment on sort de ça. Ça soulève la question de l'unité africaine. Est-ce que vous avez des recommandations? Alors je sais que c'est un sujet vaste et complexe. L'UNDP c'était le travail de la diaspora, vous avez commencé à l'évoquer. Mais est-ce que vous avez des vues par rapport à ça? Voilà les recommandations, les pistes, parce que c'est compliqué. Bon, c'est effectivement compliqué. Et en 3 minutes. En 3 minutes, je commence par madame.
C'est peut-être, heureusement, merci beaucoup madame, parce que c'est la question qui est finalement la plus simple verbalement. Ce qui se passe, c'est que les sciences économiques, objectivement, ont une énorme responsabilité dans le problème environnemental aujourd'hui. C'est-à-dire que les sciences économiques ont pensé l'ensemble de leur modèle de croissance au départ en considérant que l'environnement était un bien gratuit. Donc en gros, on pouvait optimiser, etc., sans tenir compte de coûts. Un bien gratuit, etc. Et il y a un économiste, j'ai oublié son nom, un ancien pourtant de la Banque mondiale, qui a fait le premier rapport sur les changements climatiques début 2000 et qui a reconnu ce qu'il a dit, et c'était vraiment une faute des sciences économiques. Alors on a avancé un petit peu dans l'idée de considérer qu'il y a des effets externes. Quand on produit aussi autre chose que le bien qu'on voulait produire. Et que ça peut être de la pollution et qu'il faudrait trouver le moyen d'éviter ce qu'on appelle les effets externes. Mais pour le moment, les solutions ne sont pas satisfaisantes. Parce que ce soit l'idée de dire que les excès de production, que la pollution va faire l'objet d'un marché et que ce marché va se réguler, ce n'est pas satisfaisant. Mais de fait, les économistes ont verbalement, en théorie, intégré la question environnementale. Mais les modèles sont de génération ancienne. Vous savez, c'est la plupart des modèles de départ d'économie n'intègrent ni la monnaie, n'intègrent pas les institutions, etc. C'est avec le temps qu'on a essayé de le faire. Et je pense que ça fait partie des révolutions épistémologiques à venir, la façon dont on saura mieux intégrer les questions environnementales. Et ça aura une incidence sur les trajectoires technologiques. Je pense que d'un point de vue technologique, on sera aussi amené à imaginer des technologies intermédiaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir toujours la technologie la plus avancée, etc. Et on peut même aussi imaginer travailler beaucoup plus. Moi, je crois aussi beaucoup plus dans l'artisanat. Rien n'empêche d'avoir des instruments qui sont roulants, des objets roulants, mais qui soient faits avec des objets qu'on peut récupérer, réutiliser, etc. Ça fait tout à fait sens. Et il faudra donc déjà que les mentalités s'y habituent et qu'on ait des propositions théoriques plus solides. Mais en principe, c'est en cours. L'entreprise a intégré ce qu'ils appellent la responsabilité sociale, etc. Alors, on voit beaucoup plus de responsabilité sociétale des entreprises dans les rapports. Quand vous voyez les rapports des grandes entreprises, 100 pages sur la responsabilité sociétale, et en fait les 100 pages c'est des photos de pluie qu'on a fait construire à gauche à droite, donc pour le moment c'est pas encore ça, mais le fait qu'ils s'obligent à le faire montre bien qu'on a compris la direction. Maintenant, c'est ça la question, les groupes sociaux qui sont mobilisés, qui sont intéressés sur ces questions, doivent trouver l'inventivité suffisante pour pousser la société à enclencher vraiment une nouvelle marche dans cette direction. Alors, la question de la diaspora, c'est une question ouverte. Je pense vraiment que d'abord c'est une question de conscience personnelle et de conviction personnelle, et que chacun à sa place est un lieu à la fois d'énonciation et d'émanation de futur. Il se trouve aujourd'hui, heureusement, qu'on a quelques outils. Vous pouvez avoir une application à partir de laquelle vous émettez des choses qui vont avoir des effets qu'on n'imagine absolument pas demain. Donc il faut surtout ne rien attendre de personne. Et surtout, ne pas se dire qu'il y aura un moment où les choses se passeront. Il y a la possibilité chaque jour et chaque minute de faire quelque chose. Le deuxième niveau, c'est évidemment le niveau de l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à trouver des modes d'organisation qui permettent de mener des actions collectives qui sont des actions ciblées. J'ai dit que toute économie panafricaine, de mon point de vue, est d'abord une économie de la reconnexion. Et pour reconnecter, il faut des outils qui reconnectent. C'est-à-dire des transports, c'est-à-dire des circulations, c'est-à-dire tous ceux qui font des applications aujourd'hui sur les transferts d'argent, tous ceux qui font ce type d'applications sont quelque part dans cette économie-là, de lier le continent aux diasporas, les diasporas entre elles. Donc vous pouvez trouver un terrain là-dessus. Mais je crois aussi beaucoup dans l'action sur les imaginaires. Et là-dessus, les arts ont toute leur part à jouer. Qu'est-ce que Bob Marley n'a pas apporté avec Africa Unite, avec Zimbabwe par exemple. Tout ça, c'est des œuvres qui enrichissent les bibliothèques personnelles, mais qui
donne aussi un sens à nos vies. Et on peut avoir des éléments d'accélération simplement à travers la qualité d'une œuvre, la qualité d'un poème, la qualité de... Donc la chose apparemment la plus banale peut devenir en fait un peu révolutionnaire. D'ailleurs, si vous proposez la révolution et que vous êtes sérieux, c'est évident que vous aurez terminé le mot haine, on vous enterrera. Par contre, si vous proposez la futilité et que vous parvenez plus loin que la futilité, eh bien, vous ferez avancer beaucoup plus loin. C'est sur Africa Unite et Bombardé qu'on va conclure cet échange. Je vous remercie vraiment tous d'être venus. Je remercie encore Martial et Emilia d'être venus à Bruxelles nous expliquer quelles sont les analyses. Et